Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 8 avril 2023. On se retrouve avec un Bitcoin au-dessus de 28 000 $, 28 136 ce matin, Ethereum à 1875. On a ce top 10 en majorité qui progresse de plus 0,50 à 2,61 pour ADA Cardano, proche des 39 centimes. On recule de moins 0,78 pour Avalanche, 17,71 $. Et enfin, le bas du tableau avec Filecoin qui pousse plus 5%, 23e place. Et toujours le Lido Token autour de 2,50 $, moins 2,72 sur les dernières 24 heures. Du côté du 4 heures, donc sur le Scalpex Index, toujours bloqué dans notre borne haute de range, entre 26 600 et les plus de 29 000. On était venu, selon les échangeurs, entre 29 et 29,2. Donc on va voir au cours du week-end comment ça va se passer. Au niveau des Open Interest, on a un petit sursaut, mais c'est toujours pas non plus extravagant. Et le Crypto Fear and Greed est toujours à 61 dans la très légère euphorie, mais on n'a toujours pas connu la véritable accélération qui conduirait derrière peut-être au second semestre à un retracement un peu plus profond. Donc ça fait qu'aujourd'hui on est tout à fait sur ce que nous dit le market order flow sur la neutralité. On voit que ça s'affronte sur la zone des 27 500 à 28 700 selon qu'on soit du côté des acheteurs ou des vendeurs. Et vu la contraction de volatilité de ces derniers jours, on risque d'avoir un mouvement assez important, je pense, d'ici à la semaine prochaine. Donc la map de liquidité qui n'a toujours pas changé, on a un petit renfoncement désormais autour de 25 600 pour les vendeurs à attaquer 23 400 et ensuite on repart à 21 voire 20 000 et pour les acheteurs ça se passe à compter de 29 200. On a un gros pic qui va jusqu'à 31 000. Un petit assouplissement jusqu'à 34, l'énorme spike à 35 000 et ensuite à partir de 35, mis à part le petit boui-boui si je puis dire à 37 000, on irait très rapidement vers les 42 000. On a un énorme creux donc à vérifier si toutefois on venait travailler cette zone. Benjamin Cohen, Into the Cryptoverse, qui nous parlait des retours mensuels sur ETH, BTC. On peut constater qu'en général le début d'année est plutôt favorable et d'autant plus le mois d'avril voire de mai, puisque ce sont historiquement les mois les plus positifs pour Ether contre Bitcoin. Après, on peut constater aussi que à compter de l'été voire l'automne, ça se gâte pas mal avec le pire mois de l'année qui jusqu'à présent, les deux d'ailleurs pour Ether contre Bitcoin ont été septembre et octobre. Avec Axel Kibar qui nous proposait donc l'épaule tête-épaule inversée au niveau du BTC pour ceux qui font un peu de chartisme, avec un price target autour de 34 000 et c'est clairement là 34-35 où ça risque vraiment de coincer. On verra dans un instant le scénario le plus optimiste qui puisse arriver si jamais on avait un rallye et un FOMO additionnel, toujours avec des retracements de Fibo et tout ça. Comme ça vous donnera un aperçu et on essaiera de traiter aussi dans les prochains jours du scénario du pire. Comme ça, vous aurez les deux scénarios en tête. Et en parlant du pire, verre à moitié vide, verre à moitié plein, l'investisseur pessimiste qui joue 90% du temps contre son camp. Et pourquoi? Nous avons ici un tracker autour du MSCI World. Donc globalement, c'est un tracker que les aficionados des ETF connaissent que trop bien. Et quand on regarde depuis 1972, chaque année, quasiment, il y a eu une crise et une bonne raison pour ne pas investir. Donc c'est le titre, 50 ans de raison pour ne pas investir. Et pourtant, malgré les crises, là on est allé subprime, à un moment on a eu un retracement qui était complètement fou, un peu avant les années 2010. Donc on voit au travers du temps malgré tout que celui qui petit à petit va tout simplement lisser son prix d'acquisition au travers du temps, que ça soit sur le marché action, que ça soit sur les cryptos. Alors ça ne fonctionne pas tout le temps puisque là on parle d'un tracker qui vraiment fait un genre de panier de devises. Si vous êtes spécifique sur une seule action, peut-être que le DCA au travers du temps, au contraire, peut vous couler complètement si vous êtes sur un seul actif. Et c'est le but aussi des ETF, c'est que vous ayez un ETF sur le SP500, là le MSCI World ou sur l'eau, il y a de plus en plus de gens qui se positionnent sur l'eau puisque ça va devenir apparemment une denrée rare. Donc on verra dans les prochaines dizaines d'années, notamment avec tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue climatique. Mais c'est vrai que, voilà, en tout cas pour la bourse, il y a toujours une bonne raison de ne pas investir. Et c'est clair que pour moi, en tout cas, je pense que l'investisseur pessimiste joue la plupart du temps contre son camp, puisque globalement, on passe
passe à côté de toutes les opportunités à essayer sans arrêt de se convaincre que le monde va plus mal. Tierdika qui nous parlait des NFP, donc c'est les chiffres du chômage et de l'emploi aux États-Unis, donc c'était légèrement positif par rapport aux estimations. On attendait 230 000, il y a 236 000 qui est sorti, donc ça a donné un très léger coup de fouet au marché américain sur la clôture de vendredi. Thor Hartsgiven qui met en avant ETH Liquid Staking qui a grandi de 15 milliards au niveau des marchés et notamment souvent constitué par déjà le duo de tête avec Lido, Rocket Pool, on a du Frax et on en a quelques autres. Je vous invite bien évidemment à consulter ce trade. On a également un trade de Iril qui nous parle de tous les projets donc autour des Layer 2, que ça soit émergent ou déjà bien en place comme Matic, à vérifier aussi de votre côté puisque ça peut vous donner quelques idées et notamment par rapport à tout ce qui est un peu plus technique, les roll-ups, on a Plasma, State Channels, les sidechains, Hybrid Solutions et Validium. Donc tous ces projets qui peuvent avoir une véritable plus-value et valeur ajoutée pour la proposition de Layer 2 mais pas que. Il y avait une propriété qui était mise en vente hier sur Realty, je suppose entre temps, je suis pas allé vérifier que c'était sold out, mais voilà, je vous partage l'information. On avait Yoda également qui nous parlait de tous ces roll-ups et de tout ce qui est selon lui assez porteur sur ce début 2023, donc notamment Métis. On en avait parlé une ou deux fois je crois de Métis lors des lives, sur la fin des lives, et Marc on avait dit que du bien, donc voilà, on a quelques là aussi propositions avec Mute, Frax, Lido, enfin voilà, c'est souvent les mêmes qui reviennent finalement, et on a des dossiers comme ça qui petit à petit apparaissent au travers du temps être des dossiers de qualité. On a Watcher Guru qui mettait en avant que Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a révélé, donc je ne sais pas dans quel cadre a eu lieu cet échange qui semblait presque être à mi-chemin entre une micro-interview mais plutôt peut-être un échange privé. Apparemment il y en a qui disent qu'elle aurait été piégée, donc je ne sais pas quel crédit on peut y accorder exactement, mais il y aurait bel et bien dans les tuyaux, et ça n'est pas une grande révélation, un euro de banque centrale CBDC et qui permettrait aux entités concernées d'avoir un moyen de contrôle quasi absolu au niveau de ces transferts de paiement. Donc là aussi on demande à voir. On a Crypto Yoda qui nous proposait toujours son même plan avec lorsqu'on reviendrait autour de 40 à 45 voire 50 000 dollars sur Bitcoin, le to the moon, ça y est, on repart à 100 000, et derrière l'énorme retracement qui interviendrait autour de l'automne fin d'année 2023 et qui reviendrait entre 25 et 30 000 avec tout le monde qui crierait à nouveau que l'on repart à 10 000. Donc j'ai bien aimé les petites annotations puisque c'est typiquement ce vers quoi je me projette aussi, sauf que je suis peut-être un peu moins optimiste quant à atteindre 40, 45, 50 sur l'année 2023. Peut-être que ça arrivera sous une certaine forme, on va dire, d'alignement de planètes et de FOMO. C'est ce dont je vais vous parler d'ailleurs dans un instant du côté de l'analyse technique, le scénario du meilleur, le plus positif qui puisse nous arriver, mais pour l'instant je reste quand même somme toute assez dubitatif. Jusqu'au 18 avril, vous avez une méga promo qui est plutôt intéressante du côté de Ledger. Vous avez le petit lien en commentaire et description, c'est un lien d'affiliation, ça nous reverse 10% sur votre commande, au moins c'est transparent pour tout le monde, et vous avez 20 dollars d'offert à 30 dollars en Bitcoin directement. Donc en gros, que vous commandiez une Nano S Plus, vous avez 20 dollars avec un petit coupon qui est directement dans votre panier, et par la suite vous pouvez le créditer dans votre Ledger Live sur votre Ledger fraîchement acquise, ou si vous commandez une Ledger Nano X, vous recevez 30 dollars en BTC là aussi. Donc ça fait un cashback qui est relativement intéressant de votre côté. Ça peut vous permettre aussi de vous mettre le pied à l'étrier pour découvrir votre Ledger. Et deuxièmement, pour le Pro Tips, sur Crypto.com Pay, pour ceux qui ont Crypto.com, vous pouvez payer en CRO pour avoir de moins 5 à moins 10% supplémentaire qui vous est donné en cashback CRO. Alors comment ça se passe, puisque une personne m'a demandé, vous avez l'onglet Pay sur votre page principale de l'application de Crypto.com. Vous allez pouvoir scanner un QR code au moment du panier en choisissant ce moyen de paiement, puisque vous ne payez pas par CB du coup, et vous scannez votre QR code, vous payez sur Crypto.com et vous aurez 10% de cashback additionnel en plus de ce bonus qui est pas négligeable, mine de rien, de 20 à 30 dollars en BTC, d'autant plus si on pense que ces fameux 20 à 30 dollars vont s'apprécier au travers du temps. Avec Asher, le rapport du Trésor US qui met dans une petite ligne ici que malgré tout et malgré
malgré tout ce qu'ils viennent de décrier autour du secteur de la DeFi, de la crypto, de la blockchain, le money laundering, donc le blanchiment, la prolifération d'actes frauduleux et tout ce qui va bien, donc les poncifs habituels, ne sont pas réservés et loin de là aux crypto-actifs, mais plutôt continuent d'être faits via les fiat. Alors c'était plutôt extraordinaire de enfin avoir ça qui est marqué noir sur blanc et de la part du Trésor US, mais ça va tout à fait dans le sens d'un rapport de la CIA qui était en date d'il y a 2-3 ans je crois, et dans lequel ils avaient estimé à 0,1-0,3% dans ces eaux-là. Je crois qu'on était à 0,18 précisément, donc je vous donne une fourchette un peu élargie, mais les activités illicites liées aux crypto-actifs. Information intéressante aussi, la plateforme autrichienne Bitpanda va proposer le staking ETH début mai. Là pareil, je vous ai pas mis mon lien Bitpanda depuis très longtemps, je vais vous le mettre aujourd'hui, vous l'avez en commentaire description. Certes, ça reste une solution qui est centralisée, donc vous pouvez aussi décider avec votre non custodial wallet d'aller sur Rocket Pool, d'aller sur Lido ou de faire absolument tout ce que vous voulez. Si vous avez 32 Ethers, vous pouvez devenir un validateur et vous faire un nœud, ou bien si vous avez pas beaucoup de moyens entre guillemets, et je vous souhaite un jour à tous d'avoir 32 Ethers ou voire plus, vous pouvez, si vous avez un demi-Ether ou un Ether, que ça vous saoule d'aller sur Metamask prendre tout simplement des STETH ou des trucs sur Lido et que vous êtes bien à l'heure actuelle sur Bitpanda, vous pouvez tenter cette aventure-là tant que c'est en adéquation avec votre gestion du risque, avec le fait que vous allez passer par un tiers forcément. Mais à ce jour, Bitpanda, d'un point de vue européen, voilà, ça fait partie à mon sens des plus costauds. Donc c'est à chaque utilisateur de voir à la fois dans quelle proportion il prend tel ou tel risque et en fonction aussi de ses moyens. Comme on dit souvent, si on a 50 ou 100 $ en crypto, on va pas immédiatement aller acheter une ledger à 150 balles, ça va de soi. Decentrader qui nous parlait de la Bitcoin dominance, on va vérifier ça dans un instant d'un point de vue de l'analyse technique. On a Messari qui est vraiment un des plus gros analystes, que ça soit on-chain, médiatique. Eux se présentent voilà, comme Crypto Market Intelligent. Ça fait un peu penser à la CIA, une fois de plus, c'est marrant. Bref, Ethereum-centric roll-up, écosystème, business model avec Optimism, Superchain, Orbit, on en entend de plus en plus parler, Hyperchain et enfin Starknet. Donc 4 projets à nouveau sous les feux des projecteurs et qui vont dans le sens de ce que je vous ai parlé, quelques posts au préalable. Comme disait Marc ici, le FUD autour de Shanghai est en train de s'effacer complètement à seulement 4 jours de la transition. Ça sera dans, ouais c'est ça, 4 jours le 12 avril. Donc bonne nouvelle pour tous ceux qui disaient oui tous les Ethers vont être vendus. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être du tout le cas et comme l'avait relevé Chico Crypto dans une de ses dernières vidéos, on a plus de 50% des Ethers qui avaient été bloqués sur une zone de prix qui était plus haute, parce que là je m'étais trompé dans mon post la dernière fois quand j'avais poussé ça sur Twitter, c'était pas forcément des Ethers qui avaient été achetés sur la zone, c'était des Ethers qui avaient été bloqués. Donc c'est différent malgré tout, mais en tout cas le consensus même là à quelques jours est plutôt en faveur de continuer de déposer des millions d'Ethers petit à petit plutôt que de vouloir immédiatement les sortir derrière. Il y aura probablement quelques personnes qui vont vouloir les récupérer et les vendre, mais ça va probablement, au vu de la masse qui attend pour staker, plus les plateformes centralisées qui attendent pour staker, etc., être anecdotique par rapport à l'ouverture complète de ces vannes. Avec CryptoGoku, le white paper du BTC dissimulé dans la dernière génération de macOS, intitulé simpledoc.pdf, le fichier a été découvert, caché au plus profond du système d'Apple pour les machines exécutantes, donc macOS Catalina, ou une version ultérieure. On en avait discuté un peu avec Marc lors de la dernière émission. Apparemment, il y a des gens qui disent que ça y était depuis des années. Bref, c'est un petit coup, voilà, probablement d'un développeur ou de quelqu'un de haut placé chez Apple qui s'est tapé un délire. C'est le week-end, c'est les vacances et ça tombe bien, en tout cas pour le début d'une zone. Vous avez quelques bouquins à vous mettre sous la dent ici, que ça soit pour la psychologie, pour l'économie, pour le chartisme. Il y a 2 gros bouquins, 2 bibles pour tout ce qui est charts, donc je vous invite à le consulter. Également une petite vidéo de 30 minutes qui s'appelle La mécanique de la machine économique en 30 minutes par Ray Dalio. Je vous invite à la consulter, à la regarder plusieurs fois parce que de prime abord ça risque de vous donner un peu mal à la tête pour vraiment tout intégrer en une seule fois. On ne peut pas rattraper une vie d'éducation financière que sous
souvent nous n'avons pas en France par 30 minutes bien évidemment, mais voilà, autour de tout ça, ça peut vous permettre déjà de vous faire un petit rattrapage et de vous mettre aussi le pied à l'étrier. On avait Michael Saylor donc le 5 avril qui avait acheté 1045 bitcoins additionnels pour pas loin de 30 millions, ils en détiennent désormais 140 000 pour 4,17 milliards qu'ils ont acquis à un coût moyen de 29 803. Et je reviens sur ce chiffre de 29 000 $. Il y avait une personne la dernière fois, je ne sais pas si c'était un troll ou pas, ça avait l'air de bonne foi, qui me disait oui, RIP, les personnes qui ont commencé le DCA sur Bitcoin à 60 000. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait ce petit calcul de mon côté en prenant semaine par semaine. J'ai essayé à chaque fois d'avoir le prix médian d'une bougie hebdomadaire pour avoir un prix qui est à peu près juste. Et globalement, une personne qui aurait commencé à DCA au-dessus de 60 000, quand on était 1 ou 2 semaines après le top ultime, serait aujourd'hui avec un prix de revenu moyen, justement par rapport à ces fameux 60 000 $ et plus, de 29 000 $ pour un Bitcoin. Donc vous voyez que malgré tout, quelqu'un qui aurait commencé à DCA au pire moment au top de marché serait autour de 29-30 revenus à break-even, c'est-à-dire à l'équilibre, et en espérant que toutes les personnes même qui auraient commencé à DCA sur le pire moment aient continué au travers du temps, puisque la problématique qu'on rencontre, c'est qu'une personne qui va rentrer à 60, 65, 69 000 sur Bitcoin va voir son truc finir à 15 000 et ne va jamais, strictement jamais racheter à 15 000, ni même en cours de route, ni même plus tard. C'est des gens souvent qui dégagent littéralement du marché. Le fait d'avoir acheté un top psychologiquement, c'est quasi mission impossible à rattraper pour une majorité. Ultra US avec le lancement de sa plateforme le 25 avril, félicitations à eux, c'est vraiment cool et le token s'est apprécié de je sais pas combien de dizaines de pourcents, mais voilà, c'est en train d'arriver et c'est clairement un projet qu'on a soutenu depuis le départ. Je vous avouerai que au cours du bear market, je regardais quasiment plus rien, que ça soit Ultra, que ça soit Ternoa Caps, que ça soit, voilà, il y en a plein qu'on a soutenu vraiment dès leur genèse et que au cours du bear market, forcément, on prend aussi du temps de notre côté pour respirer. Souvent, c'est la communauté qui revient à nous pour nous dire oui, là, il y a Swissborg qui a fait ça, il y a Ultra, il y a Ternoa Caps, il y a machin. Hein. Heureusement que vous, de votre côté, vous continuez d'être totalement impliqués dans tel ou tel projet, chose que nous, humainement parlant, en n'ayant que deux mains, un seul cerveau et pas assez de bandes passantes tous les jours pour tout traiter, vous vous doutez bien que c'est extrêmement compliqué, mais ça n'est pas pour autant que, bien évidemment, on n'est pas voilà, heureux pour eux de ce qui est en train d'arriver, voire qu'on n'en discute pas pour faire l'update au fur et à mesure quand il le faut. Donc clairement, ça se passe très bien pour Ultra US, qui, pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, puisque probablement qu'on a été rejoint aussi par pas mal de nouveaux en cours de route, veut se positionner un peu comme le Steam décentralisé. Vos jeux sont représentés par des NFT, vous pouvez les vendre, les acheter, faire absolument tout ce que vous voulez derrière, puisque vous avez la pleine propriété de vos jeux, chose qu'on ne peut absolument pas faire à ce jour du côté de Steam. Cryptost, surveiller les utilisateurs de la DeFi, voici le parti pris de la Banque de France. Dans son récent rapport, l'institution propose d'intégrer la DeFi à la régulation européenne MiCA et envisage la création d'un KYC obligatoire dans la DeFi. Donc en gros, on se dirige, si tout ça, ça passe, vers un MetaMask sur lequel vous devrez tout simplement KYC et pouvoir mettre chaque nom derrière chaque adresse avec des transferts qui vont être limités aussi autour de 1 000 €. Bref, le meilleur des mondes un peu, hein, comme dans la nouvelle de Aldous Huxley, si je dis pas de bêtises. Les initiatives de régulation se durcissent également à l'égard des crypto-monnaies, en particulier en Espagne, où les contribuables devront désormais déclarer toutes leurs cryptos auprès des services des impôts. C'était donc une tendance qui est observée, que ça soit en Espagne, mais aussi dans d'autres pays du sud de l'Europe. On terminera avec deux petites infos sur France Crypto. Nouveau record pour l'entreprise de mining Marathon qui a miné près de 825 bitcoins sur le mois de mars. Ça fait près de 23,5 millions de $. Et enfin, Coins.fr avec la filiale de la Poste Suisse Post Finance qui signe un partenariat avec Sygnum Bank pour proposer un service crypto à ses 2,5 millions de clients qui pourront acheter, conserver et vendre du bitcoin et de l'Ether. La Suisse ne serait-elle pas en train de devenir l'Eldorado crypto pour toute la zone euro? Je vous avouerai que ça commence un peu à me titiller vu ce qui est en train de se tramer en France et vu les très beaux paysages et la sympathie de nos amis voisins suisses. Donc clairement, c'est une option petit à petit qui est sur la table et qui est en train de faire son cheminement, si je puis dire. 1150 milliards
3 semaines qu'on latéralise, personnellement, ça me fait un peu penser à ce qui s'était passé ici précédemment. On avait moisi pendant un mois autour de 163 milliards au cours du pump d'avril, hein, et on va voir si on peut avoir le même type de pump. Alors je vais vous donner le scénario du meilleur, comme on en discutait tout à l'heure, comme on l'a vu avec Crypto Yoda. Et dans un premier temps, après s'être affranchi ici du 0,236 qui est autour de 1270 milliards, on pourrait venir chercher le 0,382 qui est à 1600. Alors ça pour moi c'est la target maximale printanière, mais si le marché nous donne plus, écoutez, YOLO et tant mieux. On a 0,5 autour de 1875 milliards et ensuite la zone golden de retracement positif que à mon sens on ne pourrait pas dépasser là au printemps, ou alors c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'arriver, c'est 2114 milliards avec le fameux 0,618 de Fibo, et ça je pense pour ceux qui font un peu de chartisme ça vous parlera. Le crypto total des alts on est toujours collé autour de 600 dans l'attente de rajouter une centaine de milliards. On a le 0,236 à 730, le 0,382 à 915, 0,5 à 1067 et enfin 0,618 à 1218. On va regarder à quoi ces chiffres correspondent du côté du Bitcoin ce coup-ci, puisque ça peut avoir un certain intérêt. Et le 0,236, on est déjà en train de le travailler autour de 28 000, c'est pour ça qu'on bloque. On a ensuite le 0,382 autour de la fameuse zone des 35-36, donc entre 34 et 36, vous voyez que peu importe les analystes, on retombe un peu sur nos pattes. On a le 0,5 autour de 42+, 42,2, 42,3, et enfin le 0,618 qui se trouve autour de la fameuse zone qu'avait tagué tout à l'heure Crypto Yoda à 48 548 précisément. Donc là aussi ça nous fait une golden pocket entre 0,5 et 0,618. Est-ce qu'on aura le jus sur ce printemps pour aller péter si haut ? Personnellement, je trouve ça un peu gros, mais on a vu aussi au niveau de la map de liquidité tout à l'heure qu'on a un énorme creux à un endroit. Donc ça peut se faire à des moments sur fond de peu de liquidité à des endroits bien précis, bien plus rapidement que ce qu'on ne le pense. Donc tout ça, c'est le scénario du positif, le scénario d'un printemps où les étoiles continuent d'être alignées, un marché américain qui vient à ne pas dévisser, un Bitcoin qui continue à pousser en gardant une dominance qui est relativement haute, les alts qui se contentent de suivre un peu au pas, puisque pour l'instant on n'a toujours pas eu de véritable alt season. Ça fait beaucoup de et si vous voulez mon avis. Donc personnellement entre 28 et au grand max ici 34 à 35, je pense déjà que pour ce printemps ça serait voilà, plutôt une voie royale. Après ceux qui viseront beaucoup plus haut, eh bien écoutez, hein, chacun sa gestion de risque, chacun son horizon, et si on vise à 2025, probablement qu'il y en a beaucoup aussi qui attendent de péter le fameux ATH des quasi 69 000 $. Donc tout dépend, voilà, de la zone de travail, l'horizon temps, vos finances, comment vous investissez. Il y a tellement de profils qu'à chaque fois, j'essaie de vous donner des pistes, mais ça peut s'appliquer à une personne et pas du tout à une autre. 4100 points pour le SP500, donc toujours sur cette énorme résistance des 4200 où en plus désormais on a bien aligné la moyenne mobile 100 hebdomadaire. Le gold à 2007 $ l'once, donc on est en train de ralentir à l'approche ici de l'ATH qui se trouve autour de 2075 avec un RSI en plus qui est divergent entre les deux derniers points hauts. On a une belle zone d'appui pour le volume profile à 1927 et la moyenne mobile 20 hebdomadaire pour le gold qui est autour de 1875 $ l'once. On a un Ether qui est toujours sur son propre pas de tir mais qui n'a pas pété non plus. 1875, si on pète les 2000 $, on va chercher en ligne droite les 2400 où nous attend le 0,38 plus la moyenne mobile 100 hebdomadaire, et ensuite on a le 0,5 qui est autour de 2885 $ et le 0,618 qui est autour de 3300 $. Donc on va voir aussi comment va se comporter Ether par rapport à un peu avant, un peu après Shanghai. Je suppose aussi qu'il va y avoir pas mal de spéculations post-Shanghai, puisqu'on a vu tout à l'heure que toutes les institutions centralisées vont le proposer à leur tour et les clients pourront rentrer, sortir quand ils le veulent. Et c'est là où on va vérifier sur les prochaines semaines et mois si notre théorie qu'on avait esquissée, notamment avec Marc, se valide de stakers qui vont continuer d'affluer massivement plutôt que de personnes qui se mettent à vendre pour je ne sais quelle raison leurs précieux Ethers. Le DXY, le dollar 102.094, on continue de stabiliser autour de cette énorme zone de support comprise entre 100 et 103 points pour le dollar. Donc là aussi, attention, puisque je suppose que le dollar n'a pas fini de nous surprendre, et notamment le
marché américain. On a la dominance qui n'a toujours pas véritablement lâché, 47,32. Il nous faudrait au moins un retour à 44,45 ici pour avoir véritablement de l'air du côté des alts. Malgré tout, on est arrivé en surachat, donc c'est en train de réagir un peu négativement pour la Bitcoin dominance, donc peut-être positivement pour les altcoins si vous arrivez à suivre jusqu'ici. Et en cas de retracement majeur, on risque d'avoir une très jolie alt season. L'Ether dominance pour sa part est à 19,65. On a eu une belle bougie. Il faudra franchir plus tard les 20,50 pour déclencher quelque chose d'un peu plus costaud. J'en attends beaucoup sur ce second trimestre 2023 pour Ether. Si jamais il n'est pas pricé à sa juste valeur maintenant, je ne sais pas trop quand est-ce que le marché le fera réagir. Donc là aussi, le scénario du meilleur, ça serait Bitcoin qui à minima reste à 28,30 et laisse les alts s'exprimer. Voir Bitcoin qui continue de pousser, qui amène dans un premier temps dans les mêmes proportions les alts avec lui, qui se stabilise à entre 30 et 35 et ensuite de nouveau on a une très belle alt season. Donc voilà, tout ça c'est des scénarios qui à mon avis sont sur la table là immédiatement. Après, comme d'habitude, le trigger négatif, ça serait de repasser sous les 25 000 pour Bitcoin et là ça serait assez dramatique et voir au cours de l'année 2023 sous les 20 000, ce qui invaliderait totalement toute cette thèse positive et où on pourrait repartir bien plus bas. À mon sens, à ce jour, il y a de moins en moins de chances que ce scénario très négatif se produise, de repasser sous 20 000 en 2023, mais il ne faut jamais dire jamais, puisque on l'a bien vu, depuis 2 ans, on s'est sérieusement fait malmener. Un ou deux petits alts pour clôturer. Alors on a Biconomy qui est en train de faire son petit bottom ici, belle zone de travail à 35 centimes sur la moyenne mobile 20, on a une volatilité qui est complètement cassée, et en cas de franchissement des 55 centimes, on pourrait viser par la suite cette énorme zone de polarité ici où on avait eu une belle mèche en mai 2022 et un arrêt en février 2022 autour du dollar symbolique pour Biconomy. On a le MNW de Morpheus Network qui nous fait également une réaction plutôt sympa. Toujours pareil, moyenne mobile 20 ici, belle zone de travail autour d'1,55$ pour MNW. On a le haut du range qui est autour de 2,50$, donc à voir comment ça pourrait se passer, mais c'est un actif qui nous fait des creux ascendants dans des creux ascendants, donc globalement voilà, ça se passe plutôt pas mal pour sa part. On pourrait même probablement commencer à y tracer ici une jonction de tous ces points bas ici au niveau des mèches. Donc certains y verront un triangle rectangle ascendant, d'autres y verront peut-être quelque chose d'un peu plus élargi comme ceci, avec ce qu'on appelle vulgairement un cylindre d'accumulation de Livermore qui fait penser un peu à un mégaphone et tout ça, mais là je suis en train de vous parler une langue que seuls les chartistes connaissent un tout petit peu. Donc bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un actif qui a très bien digéré pour le coup son bear market autour de Morpheus Network. J'en ai en toute petite quantité pour être transparent avec vous, de même que Biconomy et quelques autres. Donc pour aussi avoir cette transparence avec l'auditoire de ce que je possède et de ce que je ne possède pas, puisque parfois je fais de l'analyse technique sur des actifs que je n'ai pas et voilà, c'est pas pour autant que ça n'est pas intéressant ou quoi que ce soit, mais je préfère vous dire aussi quand je suis positionné sur un dossier ou quand je ne le suis pas même sur un autre. Et j'essaie de regarder un peu puisque j'avais vu des trucs sympas passer, mais quand je prépare les émissions, comme je ne me note rien, après j'en perds la moitié en cours de route. Allez, ça faisait longtemps qu'on n'était pas repassé dessus. Le best de Bitpanda contre l'euro après un double bottom ici autour de 0,28. On est de retour à 0,35 et si on franchit la moyenne mobile 50 à 0,38, on pourrait revenir sur ce haut de range ici qui est à 0,4750. Pourquoi je crois toujours en Bitpanda et pourquoi je pense qu'à l'avenir c'est une plateforme qui va se développer très fort, puisque tout simplement déjà il propose un all-in-one de qualité. Ils sont régulés en Autriche, qui a une régulation qui est déjà au standard MiCA. Même avant que MiCA ait existé, l'Autriche demandait des trucs complètement fous par rapport à la régulation des crypto-bourses là-bas. Ça a été quasiment finger in the nose pour obtenir le PSAN. Et également, ils viennent de lancer le Spotlight, c'est-à-dire que vous pouvez participer à différentes incentives comme ça de tokens qui sont lancés. Donc un peu à la façon Launchpad, Launchpool, ça s'appelle Spotlight puisque c'est voilà, ils vont pas tous appeler leurs produits de la même façon. Vous avez l'épargne programmée, vous avez les métaux précieux, vous avez toutes les actions françaises, toutes les actions américaines, voire des actions asiatiques. Vous avez des ETF, vous avez des paniers de devises crypto, le tout que vous pouvez programmer
en épargne programmée absolument partout, tout le temps, plus l'ACB, plus, enfin voilà. Si je devais tout citer aujourd'hui par rapport à la plateforme Bitpanda, ça prendrait de nouveau demi-heure. Donc je vous invite clairement à aller la découvrir premièrement. Et deuxièmement, pour moi, ça fait partie des deux outsiders européens avec Swissborg qui vont se batailler cette immense part du gâteau qui est en train de se développer très vite et très fort sur le prochain cycle. Alors il y a des personnes qui disent oui, il y a d'autres acteurs qui sont en train de se développer, notamment le Fiat on-off ramp comme Mon Pèlerin, on en a parlé très souvent aussi, c'est vrai, mais pour moi Mon Pèlerin c'est plus un processeur de paiement, plus un wallet, un truc un peu amélioré, c'est pas du tout la force de proposition que peuvent avoir un Bitpanda ou un Swissborg. Donc je sais pas du tout ce que donnera leur token maison. Il y a le Best et le Pan avec Pantos qui est un projet un peu à part, mais c'est surtout le Best qui vous aide sur la plateforme pour vos frais de trading, pour différentes choses dont le fameux Spotlight dont j'ai parlé tout à l'heure, pour participer comme ça à des tokens qui arrivent sur le marché. Donc là par rapport à la baisse, on est quand même sur un token qui nous a topé à 2,60 $ et qui est revenu au cours du bear market autour de 28 centimes. Donc inutile de vous dire qu'il s'est complètement fait éclater comme le reste des tokens. Et malgré tout, ça reste un des tokens de plateforme sur lesquels on peut, comme le BNB de Binance, comme le CRO de Crypto.com, comme le CHSB de Swissborg, s'intéresser un minimum à partir du moment où on est utilisateur de ces plateformes. Venir spéculer juste pour spéculer sur ce genre de token, je suis pas sûr que ça a un réel intérêt. Après, les traders probablement joueront des ranges, joueront des niveaux et tout ça, aucun souci de ce côté-là. Mais personnellement, j'ai une approche assez pragmatique, c'est à partir du moment où j'utilise une plateforme, où je la défends et où je trouve que la force de proposition était intéressante, là, je commence à me poser la question de si je m'expose au token maison. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que Bitpanda a un énorme coup à jouer pour la zone euro et peut-être même au niveau mondial, un de ces quatre, hein, on ne sait jamais. On a vu avec la déroute de FTX tout ce qui n'était pas à faire pour notre écosystème. Et de notre côté, on a comme ça des builders qui font ça extrêmement bien, qui continuent de délivrer et qui un jour, qui sait, lorsqu'ils auront passé absolument tous les agréments les plus pernicieux, parfois les plus complexes de la TradFi et qui feront ce pont-là, pourront devenir les nouvelles fintech, néobanques, crypto-banques, je ne sais pas comment on pourra les appeler, et qui n'auront plus besoin et qui viendront se substituer du secteur bancaire. Et on finira là-dessus puisque finalement ça a l'air d'être un peu ce qui inquiète justement en ce moment la TradFi, que ça soit pour le côté européen mais aussi pour le côté des États-Unis, qui avait déclaré encore ces derniers jours que ça menaçait la stabilité du système financier. Je vous souhaite un excellent début de week-end, un excellent début de vacances pour ceux qui sont en vacances ou qui vont l'être. Et pour ma part, je vous retrouve lundi. Ciao, ciao.